On commence très fort, on n'a pas le temps cette année à Roland-Garros, Nadal versus Zverev, premier tour de Roland-Garros, mon énorme preview maison dans cette vidéo, l'élimination d'Humbert et la version 2.0 de Carlos Alcaraz, c'est le programme sidérant de ton premier digest de Roland-Garros, ça fait plaisir, on y est, je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la belle image entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, Rox et Rookie qui se prennent, regardez ça, la belle petite accolade entre les deux hommes. C'est bizarre, j'ai toujours eu l'impression que les fanbases des deux joueurs se détestaient cordialement. Bah regardez Novak, regardez Rafa. Ça a l'air de bien se passer, ça a l'air de plutôt bien se respecter. Mais l'info la plus importante de la journée, ce n'était pas cette petite image sympathique, c'était plutôt les mots de Rafael Nadal à quelques heures simplement de son premier tour explosif face à Alexander Zverev. Et donc il nous a parlé de sa situation actuelle, de ses sensations, et je trouve que pour une fois, si je peux me permettre, il a livré des éléments très intéressants, donc on va les lire. On lui pose la question d'abord, est-ce que c'est son dernier Roland-Garros? Et écoutez sa réponse, je réagis en fonction de mes sentiments personnels, et ils sont meilleurs aujourd'hui qu'il y a un mois et demi, donc déjà il trace la route d'une progression très claire pour lui en termes de niveau de jeu et de sensations. En orange, tout d'abord, j'aime jouer au tennis. Deuxièmement, je voyage avec ma famille, ils s'amusent. J'aime partager tout ça avec eux. Et troisièmement, je n'ai pas encore été en mesure d'explorer la bonne façon de jouer en étant à nouveau dans des conditions plus ou moins saines, en jouant sans limitation. Laissez-moi donc un peu de temps. Et ça pour moi c'est le vrai motif d'espoir, c'est que Rafa est bien conscient qu'il est capable de mieux jouer que ce qu'il a produit à Rome, à Madrid et à Barcelone, mais il attend d'avoir ces conditions optimales avec des sensations physiques qui sont très bonnes pour pouvoir lâcher les chevaux. Il continue d'ailleurs dans ce sens, donc il revient sur sa performance désastreuse à Rome. Je m'entraînais mieux à Rome aussi, dit-il, je n'ai pas été capable de le montrer sur le court, donc vous voyez la distinction entre entraînement et compétition. Même un gars comme Rafael Nadal qui a remporté 22 grands chelems, il y a toujours ce moment où faut rentrer sur le court et la balle elle sort pas aussi bien de la raquette qu'à l'entraînement. Ça nous arrive à tous, ça arrive au plus petit niveau, ça arrive au meilleur niveau. En jaune, lors des entraînements, ça ne fait aucun doute que je me suis amélioré, dit-il, surtout en termes de mouvement, ça c'est super important, ce sera crucial demain contre Zverev. Je ne ressens plus les limites que je ressentais à Rome en termes de course des deux côtés, et c'est déjà beaucoup pour moi, donc vous voyez, on a vraiment un discours résolument optimiste. Je vais pas revenir sur ce qu'a dit Medvedev à propos de Nadal, ils se sont joués à l'entraînement, et Daniil il a dit, bon, Nadal quand même là, à l'entraînement c'est costaud, il a joué rouneux, il était en train de battre également Sébastien Corda, donc c'est quand même pas mal ce que propose Rafa ces derniers jours là, en amont de Roland-Garros, et on se termine, je me sens compétitif à l'entraînement, dit-il, probablement pas encore en match, bah là il y aura pas le choix, il va falloir se jeter dans le vide, mais oui, à l'entraînement, je peux vous dire que je suis capable de jouer contre n'importe qui, dit-il, et je ne me sens pas plus mal que les autres, ce qui me donne un peu d'espoir. Avant qu'on enchaîne sur le coin tactique, juste un petit mot très rapide sur Novak, parce que c'est Sacha Osmo qui relaye des propos tout frais, tout neufs de Novak, et il parle de ce qui s'est passé ces derniers mois. Apparemment, il y a eu des soucis. Il avait aussi dit, juste après sa défaite face à Marac à Genève, que il s'était peut-être passé des choses au niveau de sa vie privée, vie perso, ces derniers mois. Et c'est encore, je trouve, ce qui laisse sous-entendre dans ses propos. Diverses choses se sont produites ces derniers mois, dit-il, mais je ne veux pas entrer dans les détails. J'espère que vous comprenez cela. C'est juste que je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore et parler de choses. Essayez simplement de me concentrer sur ce qui doit être fait. Allez, on bascule sur le coin tactique et on va parler de notre numéro 1 français, Hugo Humbert, déjà sorti face à Lorenzo Sonego. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Alors, on l'avait vu à Monte-Carlo, je l'avais trouvé franchement bon à Monte-Carlo. Il était allé jusqu'en quart de finale, a perdu avec les honneurs face à Casper Ruud. Et puis depuis, la saison sur terre était franchement coup-ci, coup-ça. Et là, on a vu aujourd'hui face à Sonego une pluie de fautes, 25 coups gagnants, 38 fautes directes et surtout rarement bien placé sur la balle. Et on le sait, Hugo, c'est un jeu quand même à risque, c'est un jeu sur le fil du rasoir, très à plat, et il a juste eu un mal fou à contrôler à la fois le kick sur le service de Lorenzo Sonego. Donc ici je vous explique par exemple, là on a le petit kick, la balle qui va remonter très vite, qui va gicler au niveau de la ligne d'épaule, et Humbert il n'aime pas trop ça, il préfère jouer au niveau de la hanche, on va dire du torse, mais au-dessus de la ligne d'épaule, c'est pas trop son style de jeu. Le service qui n'a pas trop fonctionné non plus, 55% de première, 6 doubles fautes au total pour simplement 3 aces. Sonego qui a été malin je trouve au niveau stratégique, qui a attiré au maximum Humbert au filet, qui a essayé de le désorienter avec, je vous l'ai dit, beaucoup de kicks, beaucoup de lift pour gêner Humbert. Et l'idée bien sûr, vous avez compris, c'est pas de lui tomber dessus, on n'attendait pas qu'Hugo Humbert remporte Roland-Garros, mais moi ce que je regrette, et je le regrette souvent avec les Français, c'est qu'il n'y a pas de dépassement de fonction. Vous sentez pas le supplément d'âme, le côté matcheur à tout prix.
je trouve que ça manque un petit peu. Un mot sur l'entrée en lice de Carlos Alcaraz. Alors vous allez me dire peut-être, ok, SV t'es sympa, il a gagné 1, 2 et 1, il n'y a rien à dire sur la rencontre. Eh bien que nenni. Que nenni, mes très chers Goat, parce que on a vu des choses très éclairantes, je trouve, et notamment ces arrondis multiples côté coup droit qui sont intervenus très vite parce que Alcaraz s'est fait breaker d'entrée avec 3 énormes fautes en coup droit et on sent qu'il y a toujours une gêne. Alors il a dit avant le tournoi que ça allait mieux, il ressentait plus vraiment la sensation, mais en même temps il a pas envie de forcer, il a toujours un peu le micro-doute et il sait pas exactement ce qu'il a. Il a dit un petit peu en rigolant, mais il est pas vraiment sûr de ce qui se passe exactement avec cet avant-bras droit, donc il est obligé de moduler son jeu. Et justement, je trouve, là sur ce premier tour face à Wolf, face à Jean Loup, on a assisté à peut-être la naissance d'un Alcaraz 2.0. Parce qu'en l'absence d'explosivité absolue avec son coup droit, vous le savez, hein, ses coups électriques, et ensuite il se galvanise, il va chercher le public, il va chercher une énergie qui est fondamentale pour lui, pour ses performances. Là, je trouve qu'il a davantage engagé l'ensemble des parties de son corps. C'était pas juste simplement des accélérations foudroyantes juste avec le bras. Non, là on a vu des travails d'angle, de volume, de longueur, d'angle court, très intelligent je trouve, très pragmatique. Et paradoxalement, c'est très rare à côté Carlos Alcaraz, c'est plus du côté du revers qu'il s'est pleinement engagé parce qu'il avait le soutien du bras gauche pour pouvoir vraiment aller chercher des longues lignes fusant. Ouais, il en a frappé beaucoup. Donc je trouve que c'est une partie intéressante et c'est peut-être aussi le moment pour Alcaraz de se dire bon, j'ai eu tellement de blessures ces derniers mois, ces 2-3 dernières années, il faut que je commence à réfléchir à la manière dont j'utilise mon énergie et peut-être que je vais devoir, oui, être plus pragmatique sur les premiers tours d'un grand chelem, monter en puissance. Évidemment, attention, cette modification actuelle, elle est contrainte, elle est contextuelle, mais je pense que ça pourra lui servir à l'avenir parce qu'il pourra pas toujours jouer d'une manière explosive, flamboyante. Faut aussi un peu savoir winning ugly, comme disait Brad Gilbert, et ça va faire partie de son apprentissage. Je suis désolé, on est un peu en double fil, j'enregistre en plein pendant le Chorich-Gasquet, ça se passe plutôt pas mal pour Richie, là, qui est en train de nous faire une petite dinguerie. On en reparlera peut-être dans les commentaires une fois la fin du match accomplie, mais Richie toujours aussi vaillant. C'est l'heure, nous y sommes. C'est le coin prono sponsorisé par les Winamis de Winamax. Vous avez un lien dans la description jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax. Attention, les paris sportifs exclusivement réservés aux adultes, c'est super important. J'insiste sur toute la quinzaine. Jouez responsable, ne faites pas n'importe quoi. On va parler uniquement d'un match, bien sûr, en 3e rotation sur le Philippe Chatrier demain. Nadal versus Zverev, ça devrait être une demi-finale, voire une finale de Grand Chelem. C'est simplement un premier tour. La cote actuellement donne Zverev large favori 1,26 face à Rafael Nadal qui est à 3,85. Mais vous voyez la petite barre en bas, 61% des parieurs sont partis sur Rafa. Parce qu'évidemment, la value, la cote, elle est plus intéressante du côté de Rafael Nadal. On regarde d'abord le head-to-head entre les deux hommes. Il y a 7-3 pour Rafael Nadal. C'est la 7e confrontation déjà sur terre battue entre les deux hommes. Une seule victoire pour Zverev, mais justement sur une terre battue qui n'en est pas vraiment une, à Madrid dans des conditions d'altitude où le Z avait remporté le match 2x4. Ce match, c'est une revanche, c'est un remake de la demi-finale complètement folle, moite, poisseuse, disputée avec le toit dans des conditions apocalyptiques, post-apocalyptiques, la demi-finale donc de Roland Garros 2022 où Alexander Zverev s'était explosé la cheville. On était à 3 heures de jeu, on n'avait même pas terminé le 2e set. On se demande comment est-ce que Zverev avait perdu la première manche, et un match qui était parti pour durer 4 heures, 4h30, 5 heures et plus, ça aurait été invraisemblable, mais Zverev, je trouve, en termes de niveau de jeu, il était vraiment en train de dominer Nadal, donc c'était un peu contre le cours du jeu que Nadal était devant au score. On revient donc sur le match de demain qui sera une toute autre histoire, et je vais vous donner 3 clés de compréhension très importantes pour bien anticiper ce qui va se passer. La première, c'est le service et le retour de service. C'est un secteur qui est chancelant chez Nadal depuis sa reprise début 2024. Il ne retourne pas assez bien, il ne sert pas assez bien non plus. À Barcelone, il était en mode économie d'énergie. À Madrid, il avait haussé le ton, mais là, c'est impératif. Il va encore falloir augmenter le curseur d'1, 2, 3 crans minimum. Le retour de service aussi, je trouve qu'il est pas très bon, et pas simplement en 2024, aussi en 2022, on voyait sur certains matchs, c'était faiblard. Il va devoir vite retourner les échanges en sa faveur et mettre sous pression Zverev. Il ne peut pas se permettre d'engager le bras de fer physique, de revenir de derrière. Non, il faudra attaquer pied au plancher, breaker immédiatement. Et du côté de Zverev, si le Z sert à 70% et plus, on le connaît l'animal, ça risque d'être quand même difficile pour Rafa, il pourra se protéger. La deuxième clé de compréhension, quel Nadal ? Quel Rafael Nadal allons-nous voir demain après-midi? C'est impossible de le prévoir, c'est l'énorme facteur X. Si c'est le Nadal de la préparation, je vous le dis tout de suite, il va se faire exploser en 3-7 par Zverev. Aucune chance, vraiment, aucune chance, pas assez bon. Ce qu'on a vu à Rome, ce qu'on a vu à Barcelone,
il n'a aucune chance face à Zverev. Si on voit un autre Nadal, si on voit un Nadal qui retrouve son coup droit décroisé, qui retrouve son punch en coup droit, alors certes, il a vraiment toujours encore ce coup droit long de ligne, mais c'est un coup droit porté. Pour Rafa également, c'est impératif, mieux se déplacer. Alors il a dit, je me déplace mieux au niveau latéral, il faudra bien se déplacer aussi vers l'avant. Ça, ce sera impératif parce qu'on a vu les amortis d'Alex de Minaur à Barcelone. C'était compliqué, hein. C'était compliqué les courses vers l'avant. Donc il faudra bien contrôler la profondeur, empêcher Zverev d'être à l'intérieur du court. C'est pas quelque chose qui kiffe trop de toute façon le joueur allemand. Et au niveau physique, ça va être un véritable saut dans le vide pour Rafa parce que c'est le deuxième match simplement en 20 mois que Nadal va jouer en 3-7 gagnants. Vous imaginez, à son âge canonique, ça va être compliqué quand même au niveau physique, il faut dire les choses comme elles sont. La troisième clé, pour moi, ce sera le supplément d'âme. Ça va être très important. Rafa et Roland Garros, c'est une magie extraordinaire, unique dans le sport, peut-être. 14 Roland Garros. 14 Roland Garros. Ça n'a aucun sens. Entre Nadal et le Châtrier, il y a une magie, il y a un truc chamanique. Il contrôle bien les distances, la profondeur gigantesque de ce cours. Il est à la maison, il est en charentaise, Rafa sur le Châtrier. C'est l'argument principal. Alors j'ai mis peut-être le seul pour Nadal, en tout cas c'est un argument massu en faveur de Rafael Nadal. On rappelle quand même Zverev, vainqueur sortant à Rome, donc dans une magnifique dynamique. Un des pires tirages possibles pour Rafa, vu le profil de Zverev. On l'avait déjà vu en 2022 avec un Nadal quand même qui présentait de bien meilleures garanties, même s'il avait été anesthésié au niveau du pied pendant toute la quinzaine et qu'il avait remporté son 14e titre de façon assez paranormale, inquiétante, incroyable. Je voulais choisir l'adjectif qui vous correspond. Et le dernier point, c'est que Rafa a dit depuis des semaines et des semaines, je suis prêt à mourir sur le court à Paris. Eh bien, c'est pour demain. Une fois qu'on a dit tout ça, le ratio à mon sens est de 65-35 pour Alexander Zverev, en étant cartésien, pragmatique sur la situation actuelle. Le début de match sera absolument crucial pour Nadal. C'est vrai que s'il fait un break d'entrée, c'est vrai que si le public se met dedans, on sait que Zverev c'est un peu couiné au niveau mental. Il y a un espace, il y a une petite place, il y a une feuille de papier de cigarette, mais il n'y a pas beaucoup plus pour Rafa demain, il faudra être extraordinaire. Mon score, c'est donc une victoire de Zverev en 4 manches. Je veux bien votre pronostic dans les commentaires, sur le commentaire épinglé, on va en discuter. Franchement, c'est un match complètement fou. C'est taré d'avoir un truc comme ça dès le premier tour d'un grand chelem. Donc on va vraiment kiffer. Je vous retrouve donc demain. Double rendez-vous à 11 h, le max en filet. Et juste après le Zverev Nadal pour un débrief XXL de ce match titanesque. On se retrouve demain, maître Chargotte. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.